Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Jean-Marie Perrier, bonjour. Merci d'être dans ce mot à mot avec 100 photos. Il y en a plus, mais il y en a au moins 100 pour lesquelles vous avez sollicité Reporters sans frontières, l'association de journalistes, pour la liberté de presse. C'est l'album annuel. Avec une préface de Patrick Modiano. Vous écrivez dans cet album « Toute ma vie, je n'ai jamais bougé mon cul sans avoir de rendez-vous ». C'est ce que vous dites. Et d'une certaine manière, avec l'humour qui vous caractérise, vous posez votre illégitimité. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de faire ce clin d'œil? Parce que d'abord, tout ça n'est pas sérieux. Je trouve formidable de leur part qu'ils aient pensé à moi, enfin pas tellement à moi d'ailleurs, mais surtout à mes photos. Puisque finalement, ces photographies-là n'ont rien à voir avec la réalité. Or, eux, ils défendent des gens qui prennent des risques pour montrer la réalité. Moi, la réalité, je m'en tape, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Et effectivement, attends, je vous montre la réalité. La réalité. Dieu sait si je la connais. Photo de Sergueï Ponomarev pour le New York Times. Donc là, on parle de la Syrie d'Assad. Ouais. Ou la photo de Mohamed Abdi Wahab, photographe AFP. Ouais. Et là, on parle de la vie des Somaliens meurtris. Bon, voilà, ça, c'est du reportage de guerre. Vous dites qu'aujourd'hui, ces gens-là ont de moins en moins de place. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais en même temps, vous dites aussi que les photos que vous avez faites dans ces années 60, au tournant des années 60, sans doute que vous ne réussiriez pas à les refaire aujourd'hui. Pourquoi? Ah mais attendez, là, finissons la première question. Nous sommes d'accord. La première question, c'est que je trouve formidable que Reporters sans frontières m'ait demandé de faire ça, puisque je représente exactement le contraire des photographes qui le défendent. Et des journalistes, qui sont des gens qui vont dans des pays dangereux dans lesquels ils ne sont pas attendus et qui risquent leur vie pour montrer la réalité. Moi, je n'ai jamais de ma vie montré la réalité. D'abord, 1, parce que je m'en fous, 2, parce que ça ne m'intéresse pas, et 3, parce que je fais du spectacle. Donc, qui dit spectacle dit mensonge. Sans ça, c'est le journal télévisé. Bon, moi, ce que ce que devrait être le journal télévisé, en tout cas. Le journaliste impertinent que je suis vous dirait que le journal télévisé est aussi un spectacle. Oui, mais il y a, en tout cas dans n'importe quel journal télévisé, peut-être la façon dont on l'amène, le sujet, en fait du spectacle, mais les images qu'on montre, c'est la réalité. Il n'y a pas une seule photo que j'ai faite qui soit la réalité. Et en fait, ces photographes... Pas une de chez Pas une? À part Bob Dylan, parce que je ne comprenais rien de ce qu'il disait et qu'il était entièrement givré. Donc, effectivement, lui, c'est le seul que je n'ai pas pu mettre en scène. Et vous l'avez fait en noir et blanc, dans mon souvenir. Oui. Toutes les autres sont mises en scène, même celles qui ont l'air d'être vraies. C'est du faux vrai, voilà. Mais en fait, ces photos-là, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que par rapport à ce que fait Reporters sans frontières, c'est-à-dire défendre des gens qui montrent la réalité, ces photographies que j'ai faites n'ont rien à voir avec la réalité. Elles sont un peu les rêves des enfants des années 60. Souvent, on me dit c'est un reflet de l'époque. Non, c'est un reflet des rêves de l'époque. Ça n'a pas de rapport avec la réalité. Donc vous avez photographié du fantasme? Absolument. Comment fait-on pour photographier du fantasme? On boit des coups avec les gens qu'on photographie, on leur fait l'amour. Comment ça fonctionne? On fait les deux en général, plus on se fait une idée sur quelqu'un. En fait, si vous voulez, toutes les photos que j'ai faites, les prises de vue vont toujours très vite. Parce que je sais avant ce que je vais faire. D'abord, il n'y a rien de pire qu'un photographe lent, c'est d'un ennui à périr. Et ensuite de ça, quand on se fait une idée sur quelqu'un et on sait ce qu'on va faire, parfois ça rejoint la vérité, donc ça va très vite. Mais l'important, c'est au moins d'avoir un point de vue. Vous savez, quand un photographe tourne autour de vous pendant 3 heures, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et vous faites l'amour très vite aussi? Oh, de moins en moins. Oui, bon. Alors, parlons de votre travail. Ça commence avec un Leica. Et comment est-ce que ça commence? Parce qu'en même temps, vous dites que la réalité n'est pas là, sauf que la réalité, à votre époque, et quand vous commencez, c'est quand même la guerre d'Algérie. Oui, mais oui, bien sûr, mais j'étais très content quand je suis sorti des 28 mois d'armée, parce que j'ai fait l'Algérie. Bon, donc,
Si vous voulez, effectivement, quand on a 20 ans ou 21 ans et qu'on voit des choses comme celles que j'ai vues en Algérie, c'est un plaisir de tomber par hasard sur un type absolument extraordinaire qui s'appelle Daniel Philippaki, qui vous dit « Je vais faire un petit journal de musique, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Bon, c'est une chance folle. Bon, évidemment, je saute dessus. Parce que moi, je voulais de toute façon échapper à la réalité. Déjà à cause de la guerre d'Algérie, mais même avant. Moi, j'ai été élevé dans une maison et dans un milieu avec des gens extraordinaires qui, eux, représentaient tout sauf la réalité, justement. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors là, tout à coup, vous vous rendez compte, je passe de l'Algérie avec des gens qui se font tuer à 5 mètres de moi et je me retrouve avec Françoise Hardy dans la rue. Attendez, elle a 18 ans et il fait beau en plus, c'est extraordinaire. Ça lui va bien. Si je dis le mot égérie, ça va bien? Oui, j'ai jamais très bien su ce que ça voulait dire, parce que égérie voudrait dire qu'on est un peu au départ, ou qu'on invente un peu la personne. On n'invente personne jamais. Quand on rencontre quelqu'un comme ça, qui a une telle personnalité, d'une beauté fracassante, et qui ne le sait pas, ce qui évidemment est d'un charme fou pour un photographe et pour un homme. On raconte une fille qui est belle et qui ne sait pas qu'elle est belle. Attendez, là, c'est... Comment savez-vous qu'elle ne sait pas qu'elle est belle? Ah ben ça se voit, je peux vous dire. D'abord parce qu'elle est sapée n'importe comment, qu'elle n'y pense pas du tout et qu'elle est très mal à l'aise. C'est formidable. D'ailleurs, je me souviens exactement des premières minutes dans la rue. Quand on marche, je ne la connais pas, on est dans Paris tous les deux, il fait beau, mais on ne sait pas quoi se dire. Et on marche l'un à côté de l'autre et on est très gênés tous les deux. Et je la trouve d'une beauté hallucinante. Et elle n'en a aucune idée. Tiens, à 17 ans, ça donne ceci. Soirée rose pour jour gris, première chaîne, RTF, ORTF. On est le 24 novembre 62. Regardez. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est magique de voir ça. En plus, c'est une môme qui est partie de rien. Vous comprenez? C'est-à-dire que en plus, je vis le contraire de ce que j'ai vécu moi. Parce que moi, je suis un enfant gâté, je suis né à Neuilly, avec toutes les stars qui passent à la maison, avec un père génial. Elle est... Quand je vais rue d'Aumale la première fois, l'appartement, je ne sais pas combien il fait, 50 ou 60 mètres carrés, même pas, et le four est ouvert pour chauffer en hiver. Et sa mère est toute seule, c'est une femme admirable, elle a ses 2 filles, elle n'a pas un rond. Et tout à coup, je vois cette môme qui fait de la musique en plus. Ce que j'aurais toujours rêvé de faire. Bon, et nos univers sont totalement différents. Donc, si vous voulez, c'est impressionnant pour les deux. Vous dites tout à l'heure que vous n'êtes pas le reflet d'une époque, mais que vous étiez enfin, que dans votre appareil, il y avait le reflet d'un fantasme de l'époque. Pourquoi est-ce que, au-delà du fait qu'on est dans de la photo travaillée, dans de la photo mise en scène, hein, oui. En tout cas... on a l'impression qu'il y a une... Alors, est-ce que ça fait partie du fantasme ou est-ce que ça fait partie de la réalité? On a l'impression qu'on est dans une facilité. Alors, au-delà du fait que, je ne sais plus qui le souligne, je pense que c'est Modiano ou c'est Pivot qui souligne dans les textes qui accompagnent le livre de Reporters sans frontières, qu'il y a une réelle empathie. Enfin, vous aimez vos personnages, oui. Vous aimez vos sujets. Mais on a l'impression que c'était facile. Enfin, ce que vous donnez à voir, c'est au-delà du fantasme, ça donne l'impression d'une époque facile. Alors qu'on est quand même... Ça va être 68 après, hein, quand même. Oui, mais bon, c'est facile. C'est vrai, c'est facile d'abord parce que on est tous de la génération de l'après-guerre, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas de la vie que nous ont préparée nos parents. Ouais. Donc nous, on rêve d'un ailleurs qui est l'Amérique, c'est-à-dire on veut vivre en cinémascope, alors qu'en France, moi, dans la rue, je vois des Guy Mollet et des Catherine Langer-Courbet. Bon, donc, si vous voulez, ça ne me fait pas rêver, alors que là-bas, bon, donc nous, on veut ça, on veut l'ailleurs. Bon, ensuite de ça... que ce soit Françoise, Johnny, Sylvie, les Beatles ou les Rolling Stones, ils ont tous entre 17 et 20. Moi, j'ai 22. C'est des histoires de gamins. Vous êtes le vieux. Oui, je suis le plus vieux. Mais au fond, ça n'a pas d'importance. C'est pas sérieux, tout ça. Vous comprenez? On est là pour se marrer, nous. Donc, c'était effectivement très facile. Et je mesure la chance que j'ai eue
de pouvoir effectivement avoir des rapports, rentrer avec eux dans leur vie, si vous voulez. Et leur faire ce que vous vouliez qu'ils fassent. Oui, je me mais souviens ça, des deux bécassines sur un tas de fumier. Oui, avec Sylvie et Sheila, oui, mais vous savez... C'est en ce sens que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oui, en ce sens qu'aujourd'hui, serait plus possible. Il y a trop attendez, il y a trop d'argent, il y a trop d'enjeux, il y a trop d'argent. Il y a trop de monde. C'est devenu du business. À l'époque, il n'y a qu'une chaîne de télé. Il n'y a que l'émission de Daniel Philippaki. Et ce journal qui est le lien entre les jeunes gens en France, pour lesquels c'est compliqué de monter à Paris, il n'y a que ça entre eux et ces gens qui les font rêver. Bon, donc, si vous voulez, on a tout pouvoir. Et en même temps, on est là pour rigoler. Quand j'emmène Sylvie et Sheila à la campagne pour les déguisants en bécassine, c'est un prétexte pour aller déjeuner à la campagne. D'accord, oui. C'est des moments qui comptent. Et eux, elles ou eux sont toujours d'accord, puisque d'abord, ils savent que je vais les mettre en valeur, parce que c'est vrai, effectivement, je les aime. Je les aime, eux, et comme tous les gens que j'ai photographiés à partir du moment où je suis en face. C'est pour ça que la seule chose qui me reste, qui m'a toujours resté comme possibilité, c'est de refuser de photographier quelqu'un. Parce que si je photographie quelqu'un de détestable, je vais l'aimer pendant que je le photographie. Donc, vaut mieux pas. Qui avez-vous refusé de photographier? Non, ça, je ne peux pas le dire, parce que ça ne se fait pas. Non. Mais il y en a, oui. Non, mais bon, j'imagine. Alors, à part Steve McQueen qui vous fait poireauter 5 heures ou 5 jours... Ça devait être une mauvaise journée. Oui. C'est la seule fois où j'ai eu un mauvais rapport avec quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, il était très connu pour être pas facile. Mais il nous a fait attendre 3 jours avec ma sœur Anne-Marie. On était là tous les deux. 3 jours. Et au bout de 3 jours, on nous reçoit. Mais vraiment, il était en train de bouffer son petit déjeuner tranquille. Il ne nous offre même pas un café. Puis à un moment donné, il se lève, il dit, bon, voilà, vous avez 5 minutes. Alors, à ce moment-là, donc j'ai fait 3 photos et je me suis cassé. Pas terrible, Joss Randall. Non, c'est dommage, mais je l'aimais beaucoup, cet acteur. Si on se balade là au travers de vos photos, donc Jacques Dutronc avec les filles à poil pour lui, par exemple. Ouais. Dans vos magazines, il y a Elle, il y a Paris Match, il y a... Oui, mais... Non, mais si vous voulez, il est vrai que... Si vous voulez, quand on parle des années 60 et qu'on dit, oui, ça devait être plus facile, plus gai, oui. Pour moi, oui. Maintenant, ces gens qui vous disent « Ah, c'était mieux avant », non, c'était pas mieux avant. Je dis pas ça. Oui, il y a eu mai 68, il y a des tas de raisons ouais. Pour que les gens ne soient pas contents. Il y avait pas mal de gens qui étaient quand même dans le pétrin. Mais, si vous voulez, c'est drôle d'ailleurs, parce que quand je pense à tous ces gens aujourd'hui, parce que je ne les ai pas quittés, il y en a plein que... C'est votre famille, dites-vous. Oui, Françoise, Johnny, Dutronc. Sylvie, Dutronc, bon, ça c'est la famille. Bon. Mais... En fait, quand je leur parle au téléphone ou quand je pense à eux, moi, je les vois à 18 ans. Toujours. C'est vraiment très, très curieux. Ce qui fait que d'ailleurs, un jour, je l'ai dit à François, j'ai dit, mais tu sais, ça me fait un choc à chaque fois que je te vois. Elle, ça l'a fait marrer parce qu'elle a de l'humour. Mais c'est vrai. Pour moi, au fond, ils sont arrêtés dans une époque. Il faut vous dire aussi que ça fait quand même 25 ans qu'il ne se passe pas une seule journée sans qu'on me parle des années 60, malgré tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des films, j'ai fait plein d'autres choses. Vous avez fait etc. Mais alors, pourquoi justement, est-ce qu'on vous arrête Pour une raison extrêmement simple. C'est que ces mômes qui affichaient mes photos sur les murs quand ils avaient entre 12 et 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ils ont entre 60 et 80. Donc la nostalgie s'est installée. Et le roi de la nostalgie, c'est Mézig, mais je ne l'ai pas cherché. Tout à coup, je représente pour eux le lien que j'ai toujours avec ces gens et qui les faisait rêver à l'époque. Donc, si vous voulez, au fond, je profite de ça. D'ailleurs, je suis très content, moi, je ne me plains pas. Mais c'est vrai que c'est un peu fatigant. Depuis 25 ans, on vous pose toujours les mêmes questions. Et ça vous fait toujours vivre? Ah, mais absolument, plus que jamais même. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces photos-là ne valaient rien à l'époque. Et aujourd'hui, elles valent tout? Ah oui, j'en vis. Je prépare pour mes gosses, là. Non, c'est vrai, c'est extraordinaire. Mais c'est pour ça, donc, que j'ai eu envie d'aller sur scène. Oui, mais on va y venir dans une seconde. Non, mais je faisais pas la liaison, c'était pour vous aider, vous pouvez couper, je m'en fous. Mais on coupe pas, c'est parce que ça fait 25 ans qu'on ne me parle que de ça. Alors, vous comprenez, pour ces gens-là, que ce soit Johnny, Sylvie, mais alors Mick Jagger, par exemple, bon, j'ai passé 12 ans avec ce mec, mais pour lui, aujourd'hui, on lui parle jamais de moi. Je suis un fantôme du passé. Moi, on me parle de lui tous les jours. Donc, si vous voulez, c'est assez compliqué. Si je croise Mick Jagger demain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, moi? Je veux dire, en plus, il est là qu'on vous parle de lui tous les jours. Non, mais c'est la plus grande star mondiale. Il est milliardaire et moi, je vis dans l'Aveyron. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Et vous n'êtes pas milliardaire? Pas du tout. Puis je m'en tape. Mais alors, vous pouvez pas Pourquoi savoir. vivez-vous dans l'Aveyron?
parce que j'aime les gens normaux. 10 jours à Paris et 20 jours dans l'avion. Oui, j'aime beaucoup ces gens qui n'ont pas grand-chose et qui tous vous disent « Oh putain, la qualité de vie qu'on a ». Alors qu'à Paris, je vois que des gens qui ont tout et qui râlent. Et puis là-bas, ils aiment les chiens. Là-bas, ils sont gentils avec ma chienne, alors que là, ici, non. Ici, ils ne sont pas gentils, les Parisiens ne sont pas gentils avec les chiens, ils ne sont pas gentils avec les chiens. Elle est installée là, très Oui, d'accord, parce que oui. enfin, je vous assure que dans la rue, on me dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» C'est un chien, madame, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai. Ah oui, ils sont énervés ici. Hein, en plus, il y a du ricanement, il y a du cynisme. Non. Puis ils n'aiment même pas les Chinois. Putain, je passe mon temps à voir les mecs tout jaunes dans la rue, penchés sur des plans, là. Personne ne leur adresse la parole, alors que c'est eux qui vont vous faire vivre, en plus. C'est bien l'Aveyron, hein, attention. C'est très, très, très bien. Parce que c'est des gens normaux. Vous comprenez? Ils vivent... Le matin, ils ne parlent pas de politique, ils me parlent juste du temps qu'il va faire. Vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Oui, mais en même temps, quand on est à cheval entre les deux, c'est... Voilà. Ah non, mais bien sûr que je veux tout, moi, évidemment. Plaisanter, quoi. Si j'étais là obligé de moi, rester... je plaisante pas. Si, mais si j'étais obligé de rester 1 an coincé là-bas, c'est vrai que je deviendrais cinglé. Mais à Paris, je resterais coincé à Paris. 1 mois, je deviendrais cinglé. Jean-Marie Perrier, vous dites, pour la liberté de presse, Reporters sans frontières, sans photo de vous, vous dites, la photographie, c'est un mensonge, j'en suis la preuve vivante. Est-ce que vous insistez, est-ce que vous confirmez? Parce qu'on a l'impression aussi que la photographie aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui, dans l'immédiateté qui nous a rejoints, fait que c'est quelque chose qui permet de réfléchir, paradoxalement. Ça arrête le temps. Alors que pour le coup, aujourd'hui, c'est Nancy qui dit qu'on est dans une catastrophe civilisationnelle, puisque le mariage intéressé entre la technologie et le marché fait qu'on court à la catastrophe civilisationnelle, notamment dans l'immédiateté. Or, la photo, c'est un instantané, mais ça permet de réfléchir. Alors, même si on réfléchit sur du fantasme, on réfléchit quand même. Alors que quand vous avez du tout info, vous réfléchissez plus. Parce que blablabla. Oui, mais c'est là où le métier a complètement changé. Parce que Dieu sait si pourtant, moi, je suis pour le numérique et toutes les technologies modernes. Mais enfin, aujourd'hui, vous avez quand même des doubles pages des grands journaux parisiens qui mettent des photos faites avec un iPhone. Hein. Donc, si vous voulez, la photographie telle que je l'ai connue, c'est fini de toute façon. C'est pas la peine de courir après. C'est mort, c'est cuit. Et en même temps, je trouve ça très bien que tout le monde puisse être photographe grâce à ce petit truc-là. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas la peine de se lamenter sur le passé. C'est fini, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Le temps, de même qu'il n'existe plus de journaux qui payent un photographe ou un journaliste pour partir 6 mois sur un sujet. Ça n'existe plus, ça. C'est fini, ça. C'est vrai. Sauf 21 ou sauf quelques... Très, très rare. Hein. C'est très, très rare. Et puis, bon, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces types qui vont dans des pays comme ça, les photographes, par exemple. Vous savez que c'est eux qui payent. Hein. Ouais. Ils n'ont pas un rond, les mecs. Ils reviennent, ils ne les vendent pas, leurs photos. Ils ne les vendent pas parce que ça n'intéresse plus personne. Qu'est-ce que vous avez à aller sur scène commenter les photos que vous avez faites? Parce que maintenant, vous faites un stand-up. Enfin, voilà, donc... c'est pour 2 raisons. D'abord parce qu'effectivement, j'en ai marre qu'on me pose sur les mêmes questions. Je me suis dit, tiens, je vais le raconter. Alors comme ça, au moins, ça sera fait une bonne fois pour toutes. Ensuite de ça, moi, ça me plaît énormément de parler d'eux. Parce que je parle d'eux à l'époque. Hein. Vous êtes ambivalent, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même la plus belle période que j'ai vécue. Je veux l'Aveyron, mais Paris en même temps, etc. Oui, non, parce que ce spectacle-là, c'est pas pour Paris, hein, je vous signale. Je le fais pour le fin fond, justement, de la France. Là où les mecs, comme chez moi, mettent 50 km pour aller voir un spectacle. C'est pour ces gens-là que je le fais. Mais ce qui me plaît aussi, si vous voulez, c'est... Bon, il me reste quoi 14 ans d'opérationnel. Dans 14 ans, j'ai 90 ans quand même. Donc ça veut dire... Vous ne les faites pas, hein? Oui, mais je ne les fais pas, mais je les ai. Et donc après 90 ans, qu'on ne me raconte pas de salade, on rame. Donc, si vous voulez, là, c'est formidable à mon âge de se faire un défi pour pouvoir prendre un risque. C'est formidable. C'est vrai que je ne suis jamais allé sur scène. Bon, moi, j'adore ça, l'idée de prendre un risque. Parce que si je ne fais pas ça, je regarde la télé l'après-midi. Hein. On regarde un extrait. La première fois que j'ai rencontré Françoise Hardy, c'était rue d'Aumale, chez sa mère. C'est sa mère qui a ouvert la porte. Et derrière, j'ai vu une espèce d'apparition. Une grande jeune fille un peu gauche, avec un pull en V,
avec ses mains qui pendaient comme ça au bout de ses manches, mais d'une beauté absolument incroyable. C'était une Ferrari qu'il avait touchée le matin. Et il me dit, bon alors, dis donc, on va faire des photos au bois de Boulogne avec la voiture. D'accord, je lui dis, on y va, on se retrouve là-bas, je fais la photo, et il s'en va. Paf! Au prochain croisement, il explose la bagnole. Elle a duré un quart d'heure. Avec Daniel Philippaki, on s'était dit cela quand même, c'était tout au début, hein. Ils vont marcher, ça c'est évident. Alors je me disais, mais comment je vais faire pour qu'ils se souviennent de moi? Et là, j'ai eu une idée, je les ai emmenés en studio, et je leur ai dit, mettez-vous en ligne, je leur ai donné à chacun une cigarette et un briquet, j'ai dit à l'assistant, tu éteins la lumière s'il te plaît, et là j'ai dit, messieurs, allumez vos cigarettes s'il vous plaît, clic-clac, merci Kodak, tu rallumes s'il te plaît, au revoir les filles. C'est vrai. Vous avez remis le couvert. Vous remettez le couvert pour qu'à 90 ans, on ne vous pose plus les mêmes questions. Quelles sont les 2 questions qu'on ne vous a jamais posées que vous auriez aimé qu'on vous pose? Oh non, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Si, absolument. Non mais attendez, alors je voudrais savoir pourquoi vous me posez cette question. Parce que vous venez de me dire qu'on ne vous pose jamais les bonnes questions puisqu'on vous renvoie systématiquement comme un relégué que vous êtes aux années 60. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte quand même que la question que vous me posez, c'est le niveau 0 du journalisme? Nous sommes absolument d'accord. Je veux dire, Albert Londres, dans sa tombe, il se retourne. Ouais, là. ouais. Vous comprenez? Ouais. Parce que généralement, les questions qu'on me pose, c'est quel est votre souvenir, quelle est votre photo préférée? Bonjour la question. Hein? Ou alors, donnez-moi une anecdote. Mais le pire, c'est celle-là. C'est quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose? Non, mais je n'ai pas besoin qu'on me pose des questions. Oui. Ce que j'ai envie, moi, c'est de raconter comme j'ai vécu. Ouais. Vous comprenez? Effectivement, je ne sais pas quelle question j'aimerais qu'on me pose. Non, mais quel est le moment de votre vie dans lequel vous avez énormément investi et sur lequel vous n'avez jamais été interrogé? Vous avez fait des films, par exemple. Mais quels sont les moments de votre vie? Oh, ben, mais le moment de ma vie, si, bon, ils sont un peu connus quand même. Bon, c'est en 1956 quand je décide de ne pas faire de musique pour ressembler à mon père, François Perrier. Parce que voilà, je voulais lui ressembler à lui et lui, il ne connaissait rien à la musique. Bon. Après ça, le hasard fait que je me retrouve photographe. Mais après ça, c'est une suite de hasards. Après, j'ai fait du cinéma, maintenant j'écris des bouquins. J'ai commencé à écrire des livres à 59 ans, alors je n'ai même pas le certif. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait depuis, au fond, fondamentalement, c'est pas important, c'est pas grave. J'ai eu une vie formidable, hein. Mais rien de ce que j'ai fait n'est vraiment grave, puisque la seule chose qui était importante, c'était la musique. Et la musique, je ne l'ai pas fait. Et je me suis passé ma vie à 2 centimètres de gens qui faisaient de la musique. Donc vous voyez, la vie a un sens de l'humour quand même. Elle est facétieuse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous dites à un moment, je n'aime pas les livres qui se vengent. Ah oui, c'est-à-dire que, par exemple, le premier livre que j'avais écrit, qui s'appelle Enfant gâté, sur mon histoire avec mon père et mon géniteur. Bon. Mais je voulais absolument que... Parce que l'histoire était très belle avant que ça finisse mal. Donc je voulais surtout qu'il reste pour les gens une belle histoire. Je suis pas là pour... Un père qui vous élève, qui s'appelle François Perrier. Bon. Et l'autre qui a une aventure avec ma mère et qui ensuite néglige mes enfants. Voilà, ce que je ne pardonnerai jamais. Bon, ça, c'est des détails. Enfin, aujourd'hui. Donc, ce que je voulais, c'est qu'en tout cas, au moins, il reste... Parce que vous comprenez, après ça, moi, je vais être mort. Tout ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'un jour, quelqu'un dans une brocante achètera un bouquin d'un crétin qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Enfant gâté. Il veut que ça reste une belle histoire, car ça l'était. Donc il faut que ça reste une belle histoire. Dernière question sur le refuge. C'est une dimension qu'on vous connaît moins, cet engagement social que vous avez, et pour notamment des jeunes homosexuels en difficulté. Oui, parce que j'aime pas l'injustice, parce que je trouve ça terrible. Je ne comprends pas comment on peut... alors que c'est absolument scandaleux de faire des gosses. Parce qu'il y en a trop, ensuite parce qu'ils ne vous ont pas demandé leur avis. On ne leur a pas demandé leur avis aux gosses. Hein, on les met sur terre. Allez hop, démerde-toi. Bon, la moindre des choses, c'est de les aider à vivre la vie qu'ils veulent. Si un môme de 17 ans, 15 ans, 17 ans, 14 ans aime un garçon ou une fille aime une fille, elle ne le fait pas pour vous emmerder. C'est une bonne nouvelle, puisqu'il ou elle aime quelqu'un. Donc tout ça, à cause de ces espèces d'imbécilité
que les religions, d'abord, nous mettent dans la tête, on empêche les gens de vivre comme ils veulent vivre. Alors les enfants, ils ont beaucoup plus d'imagination que les adultes, parce que les enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aime. Donc je trouve honteux, voilà, ça m'a rendu fou, donc j'ai eu envie de faire ça et je ne le regrette pas. Mais vous savez, ça c'est toujours pareil, c'est comme j'avais fait des films anti-drogue, c'est toujours pareil quand on est un petit bourgeois. Hein, j'appartiens au plus grand parti de France, moi, c'est-à-dire celui des gens qui ont mauvaise conscience, vous comprenez? Parce que moi j'ai une très belle vie, tout va bien. Et en fait, il y a plein de gens dans le pétrin, et je les vois tous les jours. Comment faites-vous pour acheter votre salut? Je ne le rachète pas, c'est irrachetable. C'est honteux. De toute façon, être en vie, c'est honteux. Oui, mais tout le monde peut dire ça. En revanche, tout le monde devrait. Parce que quand on voit ce qui se passe, mais quand vous voyez ce qui se passe partout, mais attendez, alors c'est même pas la peine d'aller jusqu'en Syrie. Dans le moins de commissariat à Paris, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et moi, je suis là, avec vous, je pérore, et ensuite je vais rentrer. Donc forcément que je suis coupable. C'est bien la moindre des choses. Vous pourriez être responsable avant d'être coupable. Ben non, parce que je ne suis pas vraiment responsable de tout ça, moi. Je n'ai pas demandé à venir ici. Responsable de votre citoyenneté, c'est ça que je veux dire. Ah oui, mais attendez, attendez. Moi, j'ai fait 28 mois d'armée. J'ai donné à l'armée française. Donc la France, ça va. Je ne me sens pas coupable sur ce plan-là. Hein. Non, c'est en général. Ouais, je comprends. Vous comprenez? Moi, mes gosses, quand ils me posent des questions, je ne sais pas très bien être péremptoire et leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'en sais rien. C'est pas vraiment fier. Regardez cette photo. C'est la dernière que je vous montre. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est une photographie. On la refait aujourd'hui, celle-là? On pourrait la refaire? Ah non, impossible. Absolument impossible. Ils ont essayé, d'ailleurs, Paris Match m'avait demandé, en 2004, de le refaire avec les jeunes gens d'aujourd'hui. C'est très drôle. Ça nous a pris 3 semaines. Allô, t'es là, t'es le jour, boum. 3 semaines. Eux, ça leur a pris 7 mois. Ah oui, d'accord. Et il n'y avait pas tout le monde. Parce qu'il y avait des gens qui ont dit à certains, dont je tairai les noms, c'est pas très bon pour ta carrière ou pour ton image. Eux, ils n'avaient pas de problème d'image. Ils ne savaient même pas qu'ils en avaient une. Quelle est votre image aujourd'hui? Pardon? Quelle est votre image, à vous? Ah, ça, c'est à vous de me le dire. Moi, j'ai aucune idée. Je m'en tape complètement de l'image. Vous ne regardez pas ce qu'on écrit sur vous et vos... Si, bien sûr. Si. Quand c'est méchant, ça me fait de la peine. Et quand c'est gentil, ça me gêne un peu. Mais bon... Non, vraiment, je crois que ça serait tragique si je m'occupais de mon image aujourd'hui, franchement. Dernière question, qu'est-ce qui pourrait symboliser ces années 60, c'est-à-dire ce moment qui cristallise une partie de votre carrière? Qu'est-ce qui aujourd'hui, où est-ce qu'on aurait cette légèreté aujourd'hui dans ce que vous regardez autour de vous? Alors apparemment, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, mais quel est le lieu où on aurait encore cette forme d'insouciance ou cette possibilité du fantasme? Aujourd'hui? Ouais. Je ne sais pas, parce que je crois en fait que je suis très mal placé pour vous le dire à 75 ans. Je suis convaincu qu'il y a des mômes aujourd'hui qui se marrent. Je suis convaincu qu'il y a des gens, mais nous on n'est pas au courant, nous c'est sur Internet ou c'est ailleurs. De toute façon, c'est eux qui vont tout changer. C'est eux, bien sûr. Alors moi je leur dis toujours aux mômes, surtout n'écoutez personne et surtout pas les vieux. N'écoutez pas les vieux, les conseils ça sert à rien. Ce qui compte, c'est qu'ils fassent exactement ce que eux veulent. Et je suis sûr qu'il y en a qui se marrent. Non, j'ai aucune idée où ça se passe. Jean-Marie Perrier, le mauvais journaliste que je suis, remercie le grand photographe que vous êtes. Et en renvoyant quand même ceux qui nous regardent à ces 100 photos de Reporters sans frontières, je note ceci chez Patrick Modiano, et je trouve ça assez juste, ouais. Et ça me semble un peu boucler ce qu'on vient de dire. Je retrouve dans ces photos, après 40 ans, dit Modiano, non pas le passé, mais le présent. Cette insouciance qui vous fait ignorer hier et demain et vivre simplement le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Merci Jean-Marie Perrier. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.